Bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. D'abord, vous allez devoir excuser la couleur un peu voilée de ma voix ce soir, qui sera pour vous aussi l'occasion, on va dire, de vous épargner un discours trop long, puisque mon endurance vocale est particulièrement limitée. Et sans dévoiler la suite, je sais que Didier Rousseau, qui nous fait l'extrême honneur et l'amitié d'être avec nous ce soir, Didier Rousseau, votre parrain, souffre à peu près de la même pathologie temporaire qui est la mienne à ce moment-là, et donc aura lui aussi quelques difficultés à s'exprimer. Mais je pense qu'en tendant l'oreille, en étant attentif comme vous savez l'être, vous saurez entendre tout ce qu'il a à vous dire et tout ce que je vais vous dire. Ce que je vais vous dire va s'organiser en 5 points qui n'ont pour objet que de vous présenter votre parrain, vous présenter en quelques mots son parcours, et comme je lui disais avant de démarrer, lui permettre, puisque certainement je commettrai des erreurs, lui permettre donc de corriger ce que je dirais qui s'avérerait faux ou moins vrai que ce ne pourrait l'être. Dans la vie d'un homme, il y a différentes étapes, dans la vie d'une femme aussi. Et ces différentes étapes commencent par des étapes de formation. La formation qui a été celle de Didier Rousseau l'a conduit à embrasser les champs de la comptabilité, de l'économétrie, puis du management dans des institutions prestigieuses que je ne citerai pas parce que ça n'est pas Audencia. Personne n'est parfait. Cependant, il les nommera peut-être lui-même. Ce sont des institutions d'excellence, mais au-delà de ce parcours académique, et j'intègre dans ce moment de formation une étape que je qualifierais de militante, puisque Didier Rousseau a été l'un de ceux qui, au début des années 80, après mai 81 très précisément, a été actif dans un mouvement important qui a été celui de la libération des radios en France. Et il a été l'animateur, l'un de ceux qui ont permis que les ondes, notamment la bande FM, se libèrent et que naissent et prospèrent différentes radios libres en France. Il a eu à négocier au plus haut niveau nationalement les nouvelles orientations qui ont permis à la libre expression de s'affirmer dans notre pays. Cela peut vous sembler lointain, cela a été le déclenchement d'une libéralisation dont nous bénéficions encore, qui s'est ensuite amplifiée au fur et à mesure que les moyens technologiques eux-mêmes se renouvelaient, se modernisaient, se digitalisaient, pour permettre encore une fois une plus grande affirmation de la libre expression. C'était là déjà les prémices, je crois, de valeurs qu'il a portées tout au long de son parcours et qu'il exemplifie aujourd'hui de façon évidente. Donc un parcours qui est basé sur des valeurs de respect, des valeurs de partage, des valeurs qui doivent laisser à chacun la possibilité d'exprimer librement ses talents. Après cette période de formation, commence une période que j'appellerai de maturation. Pendant 20 années, Didier Rousseau va travailler pour le compte de grands groupes internationaux, de grandes entreprises, qu'il va s'appliquer à repositionner, restructurer, réorganiser, remobiliser, j'allais presque dire à sauver dans bien des cas, à développer. Peut-être reviendra-t-il sur ce parcours de 20 années qui lui ont permis d'acquérir à la fois l'expérience, l'expertise, tant au niveau national qu'international, dans des positions de responsabilité mondiale, dans des groupes de services qui avaient ou pas des liens avec l'industrie, et qui tous l'ont permis de construire progressivement une expertise forte dans le management des hommes, dans le management des modèles, des business models, dans la connaissance intime du business tel qu'il se fait dans des environnements et des contextes différents. Au terme de cette période de maturation est venue une troisième temps que j'appelle la période de réalisation. C'est là où commence l'aventure Weave. C'est là où Didier Rousseau crée le cabinet Weave, un cabinet qu'il veut dès le départ différent. D'abord, il y a l'audace du geste de création dans un domaine où il est peu commun de créer, avec l'ambition de grandir. On connaît certes de nombreux cabinets de conseil qui vont réunir peu de consultants. On connaît des cabinets, vous les connaissez tous, de très grande envergure. On connaît moins de cabinets de taille intermédiaire qui choisissent dès le départ de promouvoir un modèle d'entreprise différent, un modèle d'entreprise qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'agile, en tout cas un modèle qui repose sur ce que l'on peut qualifier d'impertinence constructive, c'est-à-dire faire différemment et valoriser le séquent par rapport au parallèle, valoriser ce qui peut se faire différemment par rapport à ceux qui auraient tendance à reproduire des schémas
d'hier. Ça, c'est l'aventure Weave. Elle dure depuis un certain nombre d'années qui ont permis à cette entreprise de se développer, d'être forte aujourd'hui, de 4 filiales, je crois, de compter un certain nombre de consultants, 250 peut-être, aujourd'hui, et ça ne vous échappera pas, un certain nombre d'étudiants, de diplômés. L'Audencia, je vais y revenir. Donc, période de réalisation, où on retrouve les valeurs, on retrouve la figure de l'entrepreneur. Également, un quatrième point, un quatrième temps dans le parcours de Didier Rousseau, c'est celui de l'engagement. Être acteur de la libération des radios libres, être un manager, dirigeant, entreprenant dans des grands groupes internationaux, être ensuite lui-même entrepreneur dans un domaine pas évident qui est celui du conseil, ne lui suffisait pas. Il a voulu, et il veut encore, faire partager son expérience. Il le fait au travers des clubs APM, il préside l'un d'entre eux, il le fait en écrivant. Il a tout récemment publié un ouvrage que je vous recommande, qui est un plaidoyer pour une autre entreprise. Là aussi, les convictions de Didier Rousseau s'affirment, puisqu'il veut promouvoir une entreprise qui soit une entreprise tout-terrain, une entreprise qui soit agile, qui soit rapide sur le marché, bref, une entreprise qui soit sans doute le contre-modèle d'un certain nombre d'entreprises plus sujettes aux défaillances que d'autres aujourd'hui. J'en finirai par le 5e point de cette présentation, ce sont les relations avec Audencia. Elles se situent, et j'en ai déjà évoqué un, à différents niveaux. Le premier niveau, c'est bien sûr qu'au sein de Weave, on retrouve un certain nombre de diplômés d'Audencia, on retrouve également un certain nombre d'étudiants en stage au sein de Weave. Je crois qu'en termes de diplômés, ils sont 11. Il faut que je tourne la page et que je relise mon papier. 11, j'ai juste. Et la grande chance que nous avons, c'est que Didier Rousseau n'est pas venu de Paris tout seul. Il est accompagné par un certain nombre de diplômés étudiants qui sont là, assis au premier rang. Je vous invite à les repérer, à les identifier, à ne pas hésiter à les interpeller. Il y a également, je le disais, un certain nombre de stagiaires, et il y aura un certain nombre de stagiaires au sein du cabinet Weave. Weave intervient aussi dans la majeure consulting, intervient aussi dans la présentation des métiers qui vous sont faits, a été partenaire et actif sur le forum virtuel, cette innovation extraordinaire, comme toute, lancée par Audencia en mars 2013. Enfin, il a accompagné l'école, il accompagne encore l'école dans la formalisation de son plan digital. Tout ceci est très récent. C'est donc pour nous un grand bonheur que d'avoir ce soir avec nous Didier Rousseau. C'est pour nous un grand bonheur qu'il ait accepté d'être le parrain de la promotion Grande École 2016, concentrant, si je puis le dire, sur sa personne et sur son parcours. Ce qui nous anime ici à Audencia, faire bien, faire mieux, faire de l'excellence, mais le faire sans coupiller, le faire en traçant une voie qui soit la nôtre, le faire en respectant les valeurs que nous nous sommes données, le faire en promouvant l'entrepreneuriat et le sens de la responsabilité. Merci à Didier Rousseau d'être avec nous ce soir et je lui souhaite volontiers, ce micro étant parvenu à l'extrême force de ma foi. Merci à vous tous. Après un tel, excusez-moi, j'ai le même problème, on n'a pas fait la fête ensemble, je vous l'assure, on n'a pas été voir ni un match de foot ou de rugby, mais on a à peu près la même difficulté d'expression aujourd'hui, je m'en excuse. En tout cas, pour moi, c'est un vrai plaisir d'être ici et d'être le parrain de votre promotion. Après un discours comme le vôtre aussi élogieux, je dirais simplement une chose qui est importante, c'est de garder tout le temps véritablement en tête l'humilité. Toujours garder de l'humilité, c'est aussi un moyen d'écouter, c'est un moyen de proximité et c'est souvent un moyen de capter un certain nombre de choses qui vous permettent aussi de rebondir différemment. Donc dans mon parcours, je rajouterai juste un petit point, mais sinon tout a été dit. Comme vous l'avez pu le comprendre, je suis intervenu fortement dans les radios locales privées, en tout cas ce qu'on appelait les radios libres à l'époque, donc au niveau national et au niveau local, au niveau de pilotage d'un certain nombre de radios, de transformation de business model. Et puis ensuite, je suis parti faire de la restructuration. Et en partant, la raison pour laquelle j'ai fait cette restructuration, c'est que je suis tombé gravement malade et j'ai été hospitalisé 1 an. Et donc j'ai été obligé d'abandonner à peu près tout ce que je faisais pour pouvoir rebondir par la suite. Donc ce qui est important, c'est, si je peux donner quelques orientations, c'est d'avoir une pensée toujours positive et qu'il y a toujours un espace nouveau qui peut s'ouvrir à vous, quelles que soient les difficultés que vous pouvez rencontrer. Donc voilà, si je pouvais donner un seul message, c'est celui-ci. Et vous pouvez toujours rebondir avec des talents différents, avec des mixités différentes de choses.
Voilà, donc ensuite j'avais regardé ce que vous voulez dire parrain, et donc c'est quelque chose qui relève donc naturellement de toute j'allais dire, le christianisme, 2e siècle après Jésus-Christ, et ça veut dire que c'était quelqu'un qui avait une dette et qui globalement était là pour payer sa dette auprès de tiers et prenait en charge des enfants. C'était comme ça qu'il se rétribuait, en tout cas il payait sa dette. Donc je me suis dit, c'est pas quelque chose vraiment qui est très intéressant pour moi, en tout cas je ne comptais pas avoir une dette avec vous. Par contre, je me disais comment je peux apporter un certain nombre d'autres choses, et c'est aussi quelqu'un qui est là pour éventuellement accompagner une ou plusieurs personnes pour entrer dans une communauté, dans un espace un peu différent. Donc parler de moi, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse au plus haut point, et ce que vous avez évoqué suffit largement. Par contre, je me suis dit, il ne serait peut-être pas inintéressant d'essayer de donner quelques clés ou quelques manières d'aborder tel et tel type de point dans une entreprise, en tout cas dans votre vie, puisque votre sujet à vous, c'est d'arriver maintenant peut-être dans une économie un peu bouleversée. Mais sachez aussi une chose, c'est que si vous allez dans le nord de l'Europe, tout se passe bien, ça marche. Si vous êtes dans le reste du monde, il y a aussi plein d'espaces de conquête. Et donc, ne concentrez pas sur l'Europe du Sud ou sur la France, sinon vous allez avoir quelques difficultés à vous projeter dans des devenirs intéressants. Donc, j'ai pris, normalement, on n'a pas le droit d'avoir, en tout cas, il n'est pas autorisé d'avoir quelques slides. Et comme j'ai l'habitude, en général, de ne pas bien écouter ce qu'on me raconte, donc j'ai quand même essayé d'en faire quelques-uns. Et naturellement, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de bullet point, il n'y a pas tout ça, ça ne va pas être, du moins je l'espère, ennuyeux. Mais on a 4-5 slides, et ce qui était important, c'était de comprendre un point, c'est l'incertitude. Très souvent, on explique aux gens que l'incertitude, il faut l'exorciser. Et l'incertitude, c'est ce qui va vous permettre d'aborder différemment les choses. Quand vous avez dans votre tête de l'incertitude, vous êtes en capacité de vous avoir des convictions et pas d'avoir des certitudes. Et si vous travaillez avec des convictions dans ce sens-là, vous verrez que, en général, vous allez trouver des solutions à des sujets qui sont a priori assez complexes ou non, où beaucoup de gens n'avaient pas pu comprendre. Donc le premier point, j'ai pris Edgar Morin, parce qu'il se trouve qu'on fait un certain nombre de choses avec lui et avec Michel Serres, mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de réintégrer de l'incertitude dans votre pensée. Ensuite, souvent on a l'habitude de parler des managers, des leaders dans les entreprises, et très souvent on vous dit, voilà, il faut qu'il soit charismatique, il faut qu'à la limite, il emmène ses troupes, enfin, ce genre de choses. Ça, c'est vrai. Mais dans un monde complexe, le plus difficile, c'est d'être un capteur tenace du sensible. C'est comment les signes de la périphérie vont devenir les signes du centre. Je vais prendre un exemple qui d'ailleurs est un point important même pour l'école et pour vous, les MOOC. Si vous regardez à peu près ce qui s'est passé sur les MOOC depuis à peu près 7-8 ans, vous avez une vraie révolution qui est en train de se faire. Vous avez un changement de business model. Vous regardez à peu près ce qui se passe en France. Je suis moi-même dans une autre école dite prestigieuse. L'investissement sur un MOOC, c'est 50 000 €. Aux États-Unis, si je prends Stanford, ils ont déjà investi 68 millions $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le MOOC, sur la capacité à avoir des massives, donc des cours en ligne différenciés, soit en XMOOC, soit en CMOOC, ça vous donne quoi? Ça vous donne un nouveau business model. Mais le business model que vous allez avoir n'est pas un business model uniquement dans l'éducation. C'est un business model qui va intégrer le net et donc l'économie du net et qui va poser une autre question demain qui est l'agrégation des contenus. Ça veut dire, en d'autres termes, je suis un gouvernement, je suis une puissance particulière, je peux reconstituer un nouveau diplôme en intégrant un certain nombre d'UV qui pourraient être aussi bien du MIT, de Stanford, d'HEC ou d'autres, ou d'Audencia. Et donc reproposer aux entreprises potentielles un nouveau contrat. Donc vous allez avoir un business model qui va changer complètement. Donc ce qui est important, c'est ça, c'est de dire comment je vais regarder à un moment donné les signes de la périphérie et comment ces signes vont arriver pour que moi-même je sois en capacité de comprendre ces transformations. Je vais vous donner un exemple autre. L'objet d'un associé, en tout cas d'un manager ou d'un leader, c'est aussi, en dehors de cette capacité à avoir cette captation de signaux, c'est que l'ensemble de l'entreprise puisse être aussi des capteurs. Vous ne pouvez plus maintenant, dans un monde complexe, être le seul capteur. Surtout qu'en plus, vous verrez, je vais essayer de l'expliquer un peu plus tard, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que les grandes évolutions, ça va être l'hybridation de nouveaux savoirs et de disciplines qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Cette hybridation-là va faire qu'on va découvrir un certain nombre de choses assez spectaculaires. Donc, ce qui est important, c'est qu'on comprenne bien que l'ensemble de la population d'une entreprise sont des capteurs. Ça veut dire que vous devez donner de l'espace, ça veut dire que le management, ça a du lâcher prise, ça veut dire que vous ne devez absolument pas
essayez de comprendre la totalité des choses qui se passent dans une entreprise. Si on prend l'entreprise WIF, par exemple, on a à peu près une centaine de communautés. Les gens pilotent leur communauté comme ils le souhaitent, sur des offres, sur des thématiques, sur ce qu'ils veulent, et c'est cette capacité à courir dans le désordre, plutôt que de marcher dans l'ordre, qui crée de la valeur. Ensuite, j'ai fait un deuxième point qui était l'humilité et l'audace. Et là, pour ceux qui sont un peu... Alors, comme j'étais pas loin de la mer, je me suis dit, tiens, il y a un truc qui peut être intéressant, c'est l'America Cup. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont suivi. Mais ce qui est très intéressant, c'est quand vous êtes au début... Alors, naturellement, vous avez compris que le rouge, c'est les Américains, hein, ce n'est pas les Néo-Zélandais. Ce qui est intéressant, c'est quand vous êtes mené 8-1, et quand ensuite vous remontez la totalité, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est deux choses. Une vraie humilité pour dire, notre bateau n'est pas à la hauteur de ce qu'on pensait faire. Donc, il faut repenser tout le bateau, et tous les jours, le bateau était reconstruit. Et il faut de l'audace en pensant qu'on peut complètement continuer à gagner. Donc, le point qui est important, c'est de dire, vous avez deux éléments. C'est-à-dire, un, il faut de l'humilité pour se remettre toujours en question. Et deux, il faut de l'audace pour performer autrement. Prendre des exemples, je vais en prendre un. Ils ont fait le choix de changer à un moment donné le barreur, qui était le barreur normalement de la partie entraînement. C'était un choix très audacieux qui leur a permis de gagner la Coupe de l'America après. Si vous l'avez suivi, c'est très intéressant de voir comment cet espace-là a été changé pendant toute la période de la course. Donc pour vous aussi, c'est possible. À un moment donné, il faut repenser l'ensemble des basiques, repenser différemment les choses et essayer et croire en sa destinée sur ces basiques. Donc le champ des possibles, j'ai l'occasion d'y revenir, mais il y a un élément qui est intéressant en termes de management, en tout cas que nous on essaye de voir, c'est lorsque je vais prendre une petite métaphore, si vous prenez des fourmis qui se déplacent, vous voyez à peu près c'est un collectif qui se promène et qui vont à un point A, à un point B, à un moment donné vous avez une qui va sortir du rang, et vous allez ensuite, elle va revenir, une deuxième qui va le suivre parce qu'il y a une trace olfactive, et à un moment donné, la dernière va trouver éventuellement un nouvel espace de nourriture. La question qui se pose dans l'entreprise, c'est est-ce que je récompense la première ou est-ce que je récompense la dernière? Ou est-ce que je récompense la première et la dernière et le collectif, puisqu'il y en a une deuxième qui a suivi la première? Juste sur ce point-là, je peux vous assurer que c'est extrêmement compliqué le droit à l'erreur. Ça veut dire en d'autres termes qu'on accepte dans les entreprises le droit à l'erreur pour trouver des nouveaux chemins. Et si vous acceptez, en tout cas, si les entreprises acceptent des droits à l'erreur de ce type, vous allez élargir les champs d'intervention. Ensuite, j'ai fait, je vais revenir avant. Il y avait un autre élément qui est, à mon avis, important sur les champs du possible. Je ne sais pas si, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est penser différemment. Et dans le penser différemment, je pense que ce qui va être une vraie révolution, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est cette hybridation de savoirs différents. Il y a, pour vous donner une idée, une molécule, si vous la pliez d'une certaine façon, vous allez trouver une protéine. Le problème, pour essayer d'arriver à un moment donné à trouver quelque chose en génétique ou en thérapie génique pour soigner, il faut que vous ayez une représentation 3D de la protéine. Pendant 10 ans, les chercheurs ont essayé de trouver sur le rétrovirus du sida la représentation 3D. Ils n'y sont pas arrivés. Ils ont donné à des joueurs de jeux vidéo qui ont une capacité à jouer sur le pliage, une capacité à travailler sur la molécule, et en 3 semaines, ils ont fait une représentation 3D de la molécule, en tous les cas, de la protéine du virus du sida. Donc c'était bien le lien entre l'informatique, la médecine et le jeu vidéo, où on est arrivé à quelque chose d'assez impressionnant. Si je prends maintenant la nanomédecine, donc là, souvent, les gens n'ont pas forcément la connaissance de ce qui est en train de se passer. La nanomédecine va vous permettre, et si vous regardez quelqu'un qui s'appelle Alexandre, vous allez sur TED et vous regardez, c'est quelqu'un qui est très intéressant parce que lui-même est hybridé au niveau de sa culture. Donc il est chirurgien, généticien, il a fait HEC, il a fait l'ENA et il a fait Sciences Po. Et en même temps, il a été chef d'entreprise, d'accord? Et il vous conclurait son intervention en vous disant, dans cette salle, il y en a qui vont vivre 1000 ans. Pourquoi? Parce que la nanotechnologie est en train d'amener, la nanomédecine, des choses spectaculaires. D'accord? Je vous donne un exemple, mais quand je dis la nanotechnologie, ce n'est pas simplement une science, c'est la capacité de regrouper un certain nombre de choses, dont le coût économique, qui est de nature à transformer un certain nombre de choses. Prenons l'exemple, par exemple, du séquençage du génome. Il y a encore 10 ans, ça valait à peu près 3 milliards de dollars pour faire un séquencement de génome. L'année prochaine, ça coûtera 100 $. Et vous aurez tous sur une clé USB votre génome séquencé.
ça veut dire que demain, on pourra vous soigner différemment. Et là, c'est bien penser différemment les choses pour pouvoir construire l'avenir différemment avec cette croisement d'offres. Je sais qu'ici, vous suivez un certain nombre de cours sur le design thinking, par exemple. Le design thinking, ce qui est intéressant, c'est d'aborder l'ensemble des sujets par les usages et par la fonctionnalité. Mais ça ne veut pas dire que vous avez forcément de la créativité avec ça. Ça veut dire que vous avez des outils, des méthodologies qui vous permettent d'aborder différemment les choses. Puisque les usages des consommateurs changent, vous n'allez plus acheter un véhicule, vous achetez une mobilité, par exemple. Votre soin de santé, ça ne va pas être tout à fait la même chose. Ce qui est important, c'est qu'en dehors de la problématique des outils, ce qui est important, c'est votre posture, votre façon d'être dans l'incertitude, qui va être de nature à transformer un certain nombre de choses. Si je prends Internet, très souvent, la grave erreur qui a été faite, c'est de penser que c'était un média. Je reviens, moi, d'une mission sur la Redoute, qui est malheureusement dans une situation catastrophique, comme vous le savez, et je ne vois pas comment ils vont rebondir. L'erreur qui a été faite, premier, c'est que les gens n'ont pas compris qu'Internet n'était pas un média. Internet, c'est exactement l'inverse, c'est au plus grand nombre, au moindre coût. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez transformer votre business model sans arrêt. Et si vous n'avez pas compris que c'est des nouveaux business models qui arrivent, vous ne pouvez pas réussir tel ou tel type de transformation. Donc, ce que je veux dire, c'est que le penser autrement se fait aussi par l'écoute. Soyez ouverts, prenez vos espaces, et surtout, j'ai eu l'occasion de discuter avec un certain nombre de personnes qui sont chez nous. N'arrêtez pas si vous faites de la musique, si vous faites d'autres choses, continuez. C'est cet enrichissement-là qui fait qu'à un moment donné, vous allez faire les connexions, et qu'en faisant ces connexions, vous allez y arriver. Ensuite, je dirais, il y a un autre point qui est important, qui est le kéros, je ne sais pas si on vous en a déjà parlé, c'est le juste temps en grec. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un point d'inflexion. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est le moment de le faire. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Et la dernière, voilà, ce que j'ai voulu dire, c'est la différence, ce qui est important, c'est d'être pas comédien de sa vie, mais c'est d'être acteur de sa vie. Un comédien, il est capable de jouer tous les rôles, dramaturge, comique, etc. Un acteur, il incarne son rôle. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est incarner votre rôle et prenez l'espace de liberté que vous avez besoin pour pouvoir réussir dans la direction que vous souhaiterez. Voilà. Merci à Didier Rousseau. Avant de vous donner la parole à vous, pour que vous puissiez interroger votre parrain, je vous laisse présenter. Alors juste un petit mot, bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et d'accompagner Didier. On est une petite délégation en fait de weavers diplômés d'Audencia, des promos 2008 à 2015. Et je crois qu'on aura l'occasion d'échanger à la suite de l'amphi lors du cocktail. Donc surtout, n'hésitez pas à venir nous parler, soyez pas timides et on est là pour partager notre expérience avec vous. Donc merci Didier pour cette présentation. Donc moi j'avais la chance d'être juste en face de votre kakémono. Ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir les mots qui sont inscrits sur ce kakémono, qui rappellent pour certains les valeurs qui sont prononcées et qui sont les valeurs d'Audencia, et le mot qu'on voit un peu central, audace, qui n'est pas sans rappeler non plus le nom de notre école. Maintenant, c'est le moment pour vous de poser des questions. Donc vous avez eu un exposé court, dense et remarquable. Donc je vous en remercie. Et donc, on vous pose, enfin à vous de poser des questions. Donc je sais que la première est difficile. Non? Oui? Bonjour monsieur. Vous êtes sûrement au courant que la tendance stratégique des écoles de commerce est donc de fusionner. On a l'exemple de Ketch Business School. Audencia a choisi de penser différemment, donc, comme vous l'avez dit, et de ne pas adopter cette stratégie. Qu'en pensez-vous et pensez-vous que ce choix soit audacieux ?
1, 2. Voilà, merci beaucoup. C'est une question piège. Et là, je vais me retourner vers le directeur de l'école et lui dire qu'il puisse intervenir. Non, ce qu'il y a, c'est que toutes les écoles se rapprochent d'une manière ou d'une autre, plus ou moins fortement. Je veux dire, si tu prends Centrale et Supélec qui sont en train de se rapprocher, je veux dire, il y a plein d'écoles qui se rapprochent. La problématique, c'est à un moment donné les problématiques de revenus. C'est-à-dire les dépenses que peuvent fournir aussi à un moment donné les chambres de commerce sur tel et tel type de thématique, parce qu'il y a des transformations. Après, ce qui est important de réfléchir, c'est de dire comment je fais pas comme les autres. Qu'est-ce qui va être intéressant? Peut-être que c'est peut-être un lien direct avec d'autres universités américaines, peut-être une intervention sur les MOOC différentes, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comment je vais penser autrement. Mais à un moment donné, penser autrement, ce n'est pas non plus de faire totalement tout le temps différent. C'est simplement dire, je vais trouver un élément différenciant qui va être de nature à attirer toujours des nouveaux talents et créer une valeur supplémentaire à nos entreprises qui en ont besoin. Parce que dans les entreprises, il n'y a pas que les grandes entreprises. Moi, je suis, pour ma part, sur un autre parcours, je suis aussi conseiller de grandes structures de TI dans l'agroalimentaire. Et donc, comme vous voyez ici, en Bretagne, c'est un peu compliqué. Donc, ces entreprises-là ont besoin aussi de talents un peu différents. On en a parlé tout à l'heure entre les jobs d'ingénieur et les jobs de management. Donc voilà, l'entreprise peut aussi se positionner par rapport à ça, du moins l'école peut se positionner sur le fait de la stratégie d'Audencia. Moi, je ne peux pas répondre à leur place. Ce que je dis simplement, c'est que toute entreprise, quelle qu'elle soit, et c'est une entreprise, doit trouver à un moment donné un positionnement différenciant. L'occasion est trop belle, alors je ne peux pas la laisser passer. Merci d'avoir posé cette question. Effectivement, là, quand j'entends Didier exprimer ce qu'il voit dans les qualités nécessaires pour les entreprises d'aujourd'hui et de demain, je reconnais assez bien, en tout cas je peux intégrer facilement la stratégie d'Audencia. Vous le savez, elle consiste à associer des écoles qui sont différentes. Nous pensons que c'est l'hybridation des compétences, l'hybridation des savoirs qui préparera mieux demain celles et ceux qui auront à transformer le monde de l'entreprise et le monde tout court. Et pour ce faire, agréger et faire de grosses business schools ne nous semble pas pertinent. On sera plus gros, on ne sera pas meilleur et on ne sera pas mieux préparé pour les enjeux économiques de demain. En revanche, associer les compétences d'une école d'ingénieurs, Centrale Nantes, d'une très bonne école de management, Audencia Nantes, et d'une école qui exemplifie ou qui illustre la création avec l'école d'architecture de Nantes et d'autres écoles issues de ce domaine-là, ça nous semble pertinent. Une fois qu'on a dit ça, on a posé les bases, il s'agit de construire. Notre démarche, elle est constructiviste, elle est agile, elle est progressive. Au fur et à mesure, nous intégrons ce qui peut l'être. Et c'est bien cette hybridité que nous visons. Il faut que nous en soyons habités et que nous en soyons fiers. Notre but n'est pas d'être les plus gros. Notre but est d'être parmi ceux qui animent la scène demain, encore plus qu'aujourd'hui. Merci. Souvent, en plus, si je peux me permettre, ce n'est pas les plus gros qui gagnent, c'est les plus agiles et les plus rapides qui gagnent. Souvent, c'est pas... Ils peuvent être grands, mais pas gros. Enfin, il y a un distinguo qu'on pourrait essayer de faire. Ah, je croyais que c'était... En fait, je porte le micro, donc si vous avez des questions... Voilà, demandez-moi pour le micro. Je voulais vous demander comment est-ce que vous voyez votre rôle de parrain, alors pas qu'aujourd'hui, mais justement dans le futur, vis-à-vis de nous. C'est une bonne question, parce que je me la suis posée, je n'ai pas de réponse. Donc, non, en d'autres termes, ce que je peux dire, c'est que le fait d'avoir fait le choix d'être parrain, en dehors de l'individu qui est Didier Rousseau, c'est l'ensemble de la communauté Audencia qui est dans l'entreprise WIV qui est là aussi pour vous aider sur un certain nombre de sujets. C'est-à-dire que vous pouvez contacter n'importe quelle personne de l'entreprise d'Audencia et on fera en sorte qu'on essaye d'être au plus proche de votre demande et d'essayer de répondre à un certain nombre de questions. Donc ce n'est pas un individu, c'est un groupe qui sera là en disposition par rapport à vous. Vas-y, normalement, on a encore 10 minutes. Donc, si vous avez 2-3 questions, n'hésitez pas. Bonjour.
C'est donc vous avez créé votre entreprise Wave. Est-ce que vous avez eu l'envie dès le départ de créer une entreprise ou c'est à un moment où vous vous êtes dit une opportunité et vous avez décidé de la créer? En fait, c'est jamais un seul facteur, c'est multifacteur. J'étais dans un grand groupe, j'avais monté quelque chose qui commençait à avoir, en tout cas sur le marché, qui avait une certaine résonance. Changement d'actionnaire. Cet actionnaire ne partage pas forcément les mêmes vues et tu peux considérer qu'ils vont détruire de la valeur. Et donc là, tu te dis, est-ce que je reste à observer la destruction de valeur ou est-ce que je fais autre chose? Et donc ça a été l'autre chose, sauf que lorsque j'ai lancé Weave, on était en 2001, explosion de la bulle Internet. Et quand je vous dis, il faut être dans l'incertitude, il ne faut pas avoir de certitude mais des convictions. Notre baseline, c'était e-business minded. 2001, donc tous les jours, on appelait, ou toutes les semaines, et les mecs étaient virés parce que l'e-business fermait. On était à la bulle Internet qui explosait, et donc on s'est retrouvé dans une situation catastrophique où notre positionnement ne répondait plus du tout au marché. Et on a eu la chance d'avoir deux clients qui étaient Carrefour et Dacia, en tout cas Renault qui venait de racheter Dacia, et qui nous ont dit, est-ce que ça vous intéresse de partir en Roumanie, faire du conseil là-bas, puisqu'on n'a pas un seul consultant qui veut aller en Roumanie. Donc on est parti en Roumanie, on a accompagné naturellement toute l'activité, toute la relance de l'activité de Dacia et la mise en place de 6 magasins de chez Carrefour. Donc voilà, donc pour répondre à ta question, c'est d'un côté, voilà, il y avait un événement particulier qui faisait qu'on s'est dit non, on ne peut pas continuer à laisser détruire de la valeur, et de l'autre côté, une vraie envie aussi de construire un certain nombre de choses. Voilà. Et ce qui est compliqué, parce que dans le conseil, comme vous le savez, on ne nous attend pas, loin s'en faut. Et on avait dès le départ une vision d'essayer de faire un cabinet qui aille à 400 personnes. Okay, donc voilà, ça c'est notre vision, et avec un positionnement très particulier, comme vous avez pu l'entendre, mais vraiment un vrai cabinet people-centric, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tourné en interne. C'est parce qu'on est sur l'interne qu'on va pouvoir offrir des prestations différentes chez nos clients. Et ensuite, on a un end-user client, un end-user customer, c'est-à-dire de bien comprendre les usages des clients. Donc c'était bien de construire ça avec une capacité forte aussi sur l'écoute, l'humilité et l'innovation. Donc on est parti, au début j'étais tout seul dans un bureau, et ensuite j'ai eu la chance d'avoir des anciens collaborateurs qui m'ont rejoint. On a pu construire un certain nombre de choses. Et donc là, on n'est pas tout à fait 250, on est 230, et on a un plan pour monter à 400. Donc sur la France, on est aussi en Belgique et on a quelques projections entre autres sur la Turquie, l'Allemagne et l'Afrique. Donc voilà, voilà. Mais on essaie de le faire aussi différemment à la réponse de Dancia. Par exemple, si le Maghreb, si on prend le Maroc, on ne va pas y aller, tout le monde y est, ça n'a aucun sens. Par contre, si je prends la Turquie, ça va être la nouvelle plateforme sur le Moyen-Orient, en tout cas sur le bassin méditerranéen. Ils sont en croissance intéressante sur des segments qui sont les nôtres. Il faut qu'on y aille. Si je te parle, par exemple, sur l'énergie, on travaille beaucoup sur toutes les problématiques d'éoliennes sous-marines, d'accord, pour essayer de faire une filière aéronautique que l'aéronautique, donc sur Cherbourg. Donc voilà, donc c'est toujours essayer de trouver quelque chose de différent qui nous permette d'approcher le marché autrement. Si je parle de supply chain, on va parler de credit chain en même temps, et on va essayer de parler de mutualisation de BFR pour utiliser, en tout cas que les entreprises puissent réutiliser leur cash sur de la croissance sans faire d'opération d'autres bilans, par exemple. Donc c'est toujours à chaque fois dire comment on peut aborder les choses différemment. Je vais t'en donner un autre, même dans la construction de l'entreprise. Dans le recrutement, on aurait pu faire deux choses. On aurait pu dire embaucher des gens en recrutement en interne. On a décidé de monter une société de recrutement pour avoir des gens qui étaient des entrepreneurs avec nous. Voilà. C'est un exemple précis. L'entreprise fonctionne d'une manière autre. On est, donc, comme je te l'ai dit, 240. On a 4 personnes en back-office. Et sinon, tout le reste est dématérialisé avec des communautés, avec des modes de fonctionnement différents. On est, par exemple, toute l'entreprise tourne sur Google, même les tableaux de pilotage. On est la première entreprise à avoir Google Search Appliance à l'intérieur de l'entreprise. Donc voilà, en fait, on incarne. Le vrai sujet, souvent, c'est l'exemplarité. Et j'aurais pu faire aussi un truc sur l'exemplarité, mais on entend plein de choses en ce moment sur Peugeot et sur son président. Mais l'exemplarité est un point majeur. Voilà. Donc l'exemplarité, et il faut incarner votre exemplarité et incarner ce que vous dites et ce que vous faites. Voilà. Merci. Bonjour monsieur.
Ah, pardon, excuse-moi, j'étais parti là-bas. Ah, pardon, j'ai peut-être coupé la parole à quelqu'un. Non, vas-y, je t'en prie. Ok. Voilà, aujourd'hui, nous sommes donc en 2e année. On va rentrer en stage d'ici très peu de temps. Et je l'espère dans quelques années sur le marché du travail. Ce qui constitue peut-être peut-être pas un stress, mais enfin du moins une certaine crainte, l'activité économique étant un petit peu sinistrée ces derniers temps, ou plus qu'un petit peu, ça peut représenter une crainte pour les jeunes que nous sommes. Ma question est la suivante, c'est de savoir comment est-ce que vous percevez, vous, l'avenir. Je sais que vous n'êtes pas voyant, mais peut-être vous avez une idée sur la façon dont nous pouvons entrer sur le marché du travail, si vous avez des conseils à nous donner par rapport à cette situation qui est la nôtre. Merci. Je la comprends d'autant mieux que c'est un vrai stress. Et puis en plus, comme vous avez pu voir, je suis papa de 6 enfants. Mais j'ai 2 fois des jumelles, donc ça double. J'en ai une à l'étranger aux États-Unis et une autre dans une autre école de business school. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, c'est un vrai stress. Et c'est compliqué. Voilà. Je ne peux pas dire autrement, c'est compliqué. En tous les cas, il y a 2 éléments qui sont importants en France que vous devez saisir. C'est ce qu'on appelle les entreprises de taille intermédiaire. Ce sont des entreprises qui créent vraiment la croissance, qui sont en innovation et qui ont besoin de vos talents. Elles sont, pour l'instant, elles ont fait beaucoup de promotions internes. Elles doivent attaquer l'international et elles l'attaquent de plus en plus. Elles sont dans l'innovation. Vous avez des patrons qui sont des patrons propriétaires. Et vous pouvez avoir aussi un parcours de confiance avec ce type d'entreprise. Donc à un moment donné, certes, il y a les très grandes entreprises, on va prendre L'Oréal ou d'autres, etc., Alstom, mais il n'y a pas que. Vous avez en France aussi un certain nombre d'entreprises de taille intermédiaire qui n'attendent qu'une chose, c'est d'avoir vos talents au sein d'eux, pour les accompagner dans le développement. Okay ? Ça, c'est la première réponse si vous souhaitez rester en France. Ensuite, il y a un autre élément, c'est-à-dire que le monde est vaste. Donc, si on a ça, tu prends actuellement toute la jeunesse portugaise, elle est sur le Brésil, tu prends les Espagnols, ils sont en train de remonter sur l'Allemagne ou ailleurs. Donc, il faut aussi s'ouvrir sur d'autres continents. Il faut aussi aller voir d'autres contrées qui, eux, sont en forte croissance et qui peuvent apporter une valeur ajoutée pendant un certain temps. Il y avait une jeune fille qui est là-bas, hein, comme il n'y a eu que des garçons. Ouais. Ce ne sera pas très rapide, juste selon vous, c'est quoi la solution au problème des fourmis La solution des fourmis ? Ouais. En fait, le point, c'est de dire, tu acceptes le droit à l'erreur dans l'entreprise. Donc ça veut dire que quand quelqu'un prend une direction particulière, il n'y a pas de sanction, au contraire, c'est encouragé. Ensuite, le deuxième point, c'est naturellement, tu récompenses les gens qui arrivent, qui vont faire la finalité du sujet. Mais après, c'est aussi le collectif. C'est-à-dire que dans ton management, tu intègres aussi qu'il y a une notion collective importante et qu'il n'y a jamais de gens en silo et verticalisés dans leurs objectifs. Voilà. Dans la tête, te donner un micro, parce que moi, je vais t'entendre, mais je ne suis pas sûr qu'au fond, les gens t'entendent. On doit juste avoir un petit bouton. Bonsoir. Bonsoir. Moi j'ai une question. Vous avez beaucoup parlé tout à l'heure de tout ce qui était la créativité, la différenciation. Et je vous avoue qu'on fait un peu de conseils en stratégie ici à l'école. C'est sûrement différent de ce que vous faites. Et avec ce qu'on a vu, j'ai un peu de mal en fait à cerner vraiment la partie créatrice et toute la partie, on va dire, différenciation dans ce domaine-là. Et j'aimerais savoir comment est-ce que vous mettez ça en place ou si vous avez des exemples un peu. Alors, le mieux, c'est que je te prenne 2 exemples. Je vais te prendre un exemple. Actuellement, on travaille par exemple sur les logements sociaux. Et sur les logements sociaux, on se dit quelle sera la typologie des logements sociaux dans 10 ans et dans 15 ans. Et on travaille avec Bouygues Construction, par exemple. Donc là, on travaille avec du design thinking, avec un certain nombre de gérontologues, de designers, etc., pour voir la projection des usages. Et de repenser ensuite l'ensemble de l'offre que va proposer, par exemple, Bouygues Construction à ses clients. Je vais t'en prendre un autre. Dans le choix de Bouygues, alors si je vais te prendre autre chose, on travaille sur ce qu'on appelle l'obsolescence reprogrammée. Tu vois, vous voyez à peu près ce que c'est ? C'est-à-dire que j'achète un iPhone, j'ai le nouveau 5S, j'ai le 5C, je te rachète ton 4, et puis je récupère dedans un certain nombre d'éléments, je réintègre dans le 5C, et je te fais en fait de l'obsolescence reprogrammée. Voilà. Donc nous, on travaille beaucoup sur l'obsolescence reprogrammée. Et donc ça veut dire des transformations importantes. Ça veut dire, en d'autres termes, je suis Air Liquide. Toi, je vais
au-delà, je suis Air Liquide. Je vois que je vais aller sur des sujets de mobilité et plus de véhicules que je vais acheter au niveau du consommateur. Est-ce que moi, sur mes problématiques de soudure, je ne vais pas avoir une chute de production et de consommation de mes gaz? Donc comment je repense l'ensemble du point par rapport à ça au client du client? Voilà, je t'en donne un. Je pourrais t'en donner, on en a plein. Là, tout à l'heure, on discutait dans le train, on travaille sur le concept de la banque légère. Donc voilà, on pourrait parler de ce que c'est qu'une banque légère. Tu vois, voilà. Donc c'est à chaque fois se dire comment les business models vont fonctionner, et donc comment les business models vont fonctionner. Tu sais que maintenant, à peu près, le point important, c'est de rentrer en conversation management sur le net avec un certain nombre de communautés qui eux-mêmes ont mis en place un certain nombre de choses, analyser avec eux ce qui est pour eux important, on prend le microcrédit, mais on peut en prendre plein d'autres, et essayer de réimporter ça à un moment donné dans un nouveau modèle. Voilà. Mais je pourrais t'en citer plein d'autres. Ah. C'est compliqué, mais tu ne fais pas la majeure conseil pour faire fonctionner ça. Bonjour. Donc, moi, je voudrais vous parler un petit peu en termes de classement. J'ai vu récemment dans un classement que WIV faisait partie des 30 plus grandes boîtes de conseil en stratégie en organisation en France. Et je voulais vous demander si vous ambitionnez un petit peu de déstabiliser les grands groupes de conseil que sont aujourd'hui Accenture, BCG, dans un plus ou moins long terme. Pour moi, ça n'a pas de sens. Moi, ce qui est important, c'est que l'entreprise ait sa voix, sa direction, et que nos clients nous fassent confiance et fassent du repeat business avec nous, et que globalement, on crée une valeur, et que les collaborateurs au sein de l'entreprise ont des parcours d'excellence, et qu'eux-mêmes soient contents d'être au sein de l'entreprise. Après, on arrivera dans un positionnement particulier, peut-être, ou avec un classement, mais pour moi, c'est secondaire. Voilà. Bonjour. Ah, pardon, excuse-moi. Excusez-moi. Non, c'est moi. Je voulais vous poser une question. En fait, en cours de création et innovation, on nous a dit que la réussite, c'était une combinaison entre le travail, le talent et la chance. Ce à quoi moi je répondrais que ce serait plutôt une combinaison entre le travail et le travail. Parce que pour moi, la chance et le talent, ça se travaille. Et je veux savoir ce que vous en pensez, ce que pour vous était la réussite, en fait. C'est intéressant ce que tu dis, parce que en fait, tu te supprimes une dimension qui est une dimension réelle. C'est-à-dire, quand je parle par exemple du concept du kéros, qui est le juste temps, pour avoir le juste temps, c'est à un moment donné un ensemble de facteurs qui va faire. La chance joue, mais la chance, tu sais, on dit que la chance sourit à certaines personnes et pas à d'autres. C'est-à-dire que tu te mets aussi en posture de rencontre d'un certain nombre d'éléments qui vont être de nature à te dire c'est le bon moment, le point d'inflexion pour faire un truc. Si tu restes simplement le travail, tu vas en fait, à mon sens, te flétrir. Certes, c'est important le travail, et moi je bosse beaucoup, mais le point, c'est pas que ça. Il faut s'ouvrir. Je vais te donner un exemple très concret. Si tu regardes les locaux de WIV, je les ai faits avec les architectes de Google, tout ça, etc. J'ai fait un certain nombre de choses. Ce n'est pas mon métier, mais c'est quelque chose que j'adore. Et cette partie de créativité et de plaisir va me permettre à un moment donné d'être en interface sur d'autres éléments. Et là, je vais avoir de la chance de pouvoir saisir tel et tel type d'opportunité. Tu vois, c'est ton enrichissement global qui va faire qu'à un moment, tu vas être au bon endroit au bon moment. Voilà. Je te dis ça avec toute humilité. Hein, Là-bas. Bonjour. Bonjour. Moi, en fait, j'aurais voulu savoir, on a entendu votre parcours et j'aurais voulu connaître un peu qu'est-ce qui a guidé vos choix. Enfin, s'il y avait quelque chose dans tout votre parcours qui avait guidé tous vos choix. Je dirais la liberté. Ouais, le point important, c'est ça, ouais. C'est de protéger sa liberté et son espace de liberté. Voilà, donc à chaque moment où éventuellement tu supprimes ton espace de liberté, il faut aller ailleurs, il faut faire autre chose. En fait, la vie, c'est d'abord l'individu, pas sa réussite professionnelle, à la limite, ça c'est un autre élément, mais c'est sa propre réussite individuelle. Moi, il se trouve que par ailleurs, les circonstances de la vie ont fait que j'ai dû élever mes 4 filles tout seul, donc, et en même temps j'avais mon entreprise.
Voilà, donc ça m'a construit aussi avec une vraie bipolarité. C'est-à-dire que j'avais ça qui était important, il y avait leur réussite à eux dans leur vie en tant que gamin, et à côté j'avais l'entreprise. Donc ces deux éléments, il n'y en a pas un qui prend l'ascendant sur l'autre, mais les deux ont la place et leur juste place. Voilà. Bonjour. Hop, pardon. Ici. Excuse-moi, merci. Vous avez parlé de deux choses. La première qui était d'attirer de nouveaux talents et la deuxième qui était de recruter des entrepreneurs, qui sont souvent pour moi des caractères forts. On voit qu'aujourd'hui, toutes les écoles cherchent à former des entrepreneurs. Ma question, du coup, c'est est-ce que la clé de la réussite de demain, ce ne serait pas justement savoir gérer ces talents plutôt que savoir les recruter? Alors, nous, on essaye de les gérer. Hein. Parce que le problème, c'est pas de les attirer, c'est de les conserver. Donc si tu attires à un moment donné des entrepreneurs et dans ton entreprise, tu es en survente par rapport à ce que tu fais, tu perds tes entrepreneurs. Donc tu vas les avoir 3 mois, 4 mois, 5 mois, après tu les as plus. Et si tu as une boîte qui est en fort développement, tu as intérêt d'avoir des entrepreneurs qui durent dans le temps, surtout dans une boîte de conseil où l'immatérialité est la seule donnée. Donc dans notre construction, et là tu peux en discuter avec les gens qui sont ici, ce matin je faisais un séminaire d'intégration, et ce qu'on me disait c'est, par rapport à tout ce que j'ai vu, un junior, je ne vais pas le nommer, qui est ici d'ailleurs, voilà, on est directement chez les clients, on nous donne de l'espace, on a de la liberté, on a de l'autonomie et on a le droit à l'erreur. Donc c'est une culture d'entreprise. Okay, mais ça, on a cette culture parce qu'on est passé de 0 à 240 et qu'on veut plus loin. Donc on est obligé d'avoir ce profil-là et de maintenir cette donnée-là. Ce qui est compliqué, hein, je ne dis pas que c'est forcément simple et qu'on réussit tout le temps, mais en tout cas, c'est dans nos gènes. Si tu poses la question à tout le monde, aux gens qui sont ici, ils vont te dire, je pense hein, que c'est plutôt dans nos gènes. Voilà. Voilà. Mais entrepreneur, le point, je pense, ça ne s'apprend pas. Je pense qu'il y a une problématique de posture, d'envie. Et je pense qu'un des points que j'évoquais précédemment, la liberté, en fait, son choix de liberté, est un élément qui peut, à un moment donné, concourir au fait de créer une entreprise ou de partir dans cette direction. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez parlé d'un nombre d'éléments de votre vie personnelle qui a pu mettre qui a pu mettre votre vie professionnelle ainsi que votre propre vie en danger. Comment vous avez fait? Est-ce que vous avez des conseils? Parce qu'on a forcément ce risque-là dans notre carrière et dans notre vie d'être face à une situation difficile. Comment vous avez fait pour vous relever, même si c'est un terme assez générique, et revenir finalement beaucoup plus fort? Donner des conseils dans ce domaine, c'est toujours très compliqué parce que c'est tellement individuel que chaque individu va réagir par rapport à sa propre histoire différemment. En fait, la question qu'on pose, c'est la question de la résilience, qui peut se poser d'ailleurs par rapport aussi à l'entreprise. Non, ce qui est important, c'est pour ça que le travail, c'est pas suffisant. Il faut être campé sur un certain nombre d'éléments qui soient de nature à vous ancrer dans le sol. Mais je prends cette image parce qu'elle est vraiment importante. Et puis la pensée positive, c'est de dire aussi, voilà, ok, il m'arrive quelque chose, mais quelle chance j'ai aussi pour pouvoir franchir tel ou tel type d'étape demain. Voilà. Donc voilà, et puis après, voilà, sur l'histoire d'élever ses enfants seul, ça veut dire que j'ai été aussi confronté, comme toutes les mères de famille, à gérer l'école, les médecins, les sports, la logistique, ce qui est compliqué, qui a un vrai job. Donc voilà, donc ça permet aussi que dans l'entreprise, on a aussi des comportements, on a peut-être des approches un peu différentes par rapport à ça. Voilà. Mais c'était très enrichissant. Ce n'est pas quelque chose qui a créé qui a supprimé de la valeur. Au contraire, ça permet de prendre du recul face à un certain nombre de situations business. Éventuellement une dernière question? Non. Juste pour dire, en tous les cas, moi je suis très heureux d'être le parrain de cette promotion et on fera tous ensemble, on fera le maximum pour vous aider sur tel ou tel type de point. On verra même, peut-être qu'on pourrait même monter un Google Side pour si vous avez des questions à poser, des choses ou partager avec nous. En tous les cas, n'hésitez pas. En tout cas, j'étais très heureux d'être là cet après-midi avec l'ensemble des collaborateurs de Weave, en tout cas les Weavers qui sont là et Conferencia. Et je vous remercie
tout particulièrement du discours d'introduction que vous avez pu faire, même si à mon sens il est un peu trop élogieux par rapport à mon parcours. Voilà. Merci. Merci pour cet échange très riche. Et maintenant, nous allons vous présenter le portrait de cette promotion. Et qui, mieux que le président du BDE, peut le faire. Donc j'invite Christophe à venir présenter le portrait de la promotion. Je voudrais également le remercier, parce que vous n'êtes pas sans savoir, parce que certains d'entre vous, je vous ai croisé hier soir à des heures où normalement je ne vous croise pas dans l'école, donc aux environs de 8 heures, à la fin des résultats des élections donc des nouveaux, BDE, BDA, BDS. Donc je vous remercie d'être aussi nombreux présents ce soir et je remercie surtout Christophe et Benjamin et Johnny d'avoir su vous motiver pour venir assister, pour venir aussi nombreux écouter votre parrain de promotion. Christophe, je te cède la parole. Bonjour à tous et à toutes. J'ajoute aux remerciements de Philippe Despincé, des remerciements à Guillaume Ardouin, City et Emma, Quentin, tous ceux qui étaient là pour réunir cet amphi. On n'était pas que les 3 présidents de bureau. Voilà. Bonjour Monsieur Rousseau. Bonjour la promotion 2016. Aujourd'hui est un jour assez particulier puisque Monsieur Rousseau, vous devenez le parrain de notre promotion aujourd'hui, le 27 novembre. Vous devenez le parrain d'une promotion de 641 étudiants au profil très différent, puisque ce ne sont pas moins de 11 nationalités représentées sur cette promotion, tous ayant des parcours tout aussi différents, tout aussi variés, puisque certains viennent tout droit d'universités, de classes préparatoires, d'universités étrangères parfois, et même d'une école d'ingénieurs pour ceux qui sont en double diplôme. C'est également une promotion divisée en 2 sexes, filles et garçons, 13 couleurs de cheveux différentes, allant d'1,53 m pour la plus petite, certainement Léa Renucci, et à 1,93 m pour le plus grand, certainement David Lambert. C'est pour ça que je t'ai demandé. Peu importe ces multiples diversités, nous sommes aujourd'hui une seule et unique promotion, la promotion Grande École 2016. Vous parrainez aujourd'hui la promotion Dreaming Audencia. Dreaming Audencia, c'est plus de 400 élèves qui ont en mars 2013, pendant 2 jours, rêvé le devenir de notre école de manière innovante en utilisant le design thinking, qui vous est donc cher. Et comme vous, je crois que nous avons appris à être impertinents pour bousculer les modèles en place à notre échelle. À notre échelle, à titre d'exemple, on a décidé d'habiter le toit de notre école pour un espace co-créatif. À l'heure où les majeurs consulting et entrepreneuriat deviennent de plus en plus plébiscités chaque année par les étudiants d'Audencia, il semble tout à fait logique, au vu de votre parcours, de vous avoir en tant que parrain de promotion ici, à Audencia. Votre cabinet Weave est devenu une référence en matière de conseil et d'innovation, avec, vous le disiez, les 240 consultants en France en seulement 12 ans, et en Belgique, et votre développement à venir. Au-delà du conseil et de l'entrepreneuriat, vos valeurs sont également les nôtres. Humilité, audace font en effet partie de notre ADN ici à Audencia et nous sont inculquées dès notre entrée en septembre. Cette particularité, vous l'avez, j'en suis certain, repérée au travers les stagiaires et les diplômés d'Audencia que vous avez pu recruter et embaucher par le passé. C'est pourquoi nous aimerions que cette première rencontre soit le début d'une relation durable, Monsieur Rousseau. En effet, à l'heure où nous partons tous en stage pour 1 an, nous espérons tous pouvoir bénéficier de votre expertise et de votre expérience en management autour d'un verre d'ici quelques minutes, et nous l'espérons à plusieurs reprises d'ici la remise des diplômes. D'ailleurs, je suis persuadé que les plus impertinents d'entre nous commenceront très vite cette relation et sauront vous dire tout à l'heure qu'ils sont encore à la recherche d'un stage. À nous, la promotion 2016, ici présente, nous avons partagé tant de choses en un peu plus d'1 an et demi maintenant. Didier Rousseau, en devenant notre parrain, rejoint notre famille. Je vous invite tous à le rencontrer et aujourd'hui à vous réserver notre meilleur accueil. Il ne me reste plus qu'à remercier les 5 Audenciens d'être présents avec vous ce soir, les stagiaires et déjà diplômés, et de vous adresser à vous, Didier Rousseau, au nom de la promotion 2016, de toute la promotion 2016, nos plus sincères remerciements pour avoir fait ce choix de devenir notre parrain et de nous accompagner tout au long de notre cursus. Et puisqu'on se connaît mieux maintenant, je vous donne rendez-vous au baby-foot, peu importe que vous ayez vos chaussettes rouges ou non, sachez qu'ici, vous n'avez aucune chance.
Merci. Merci au président du BDE pour ces mots enlevés. Merci encore une fois à Didier Rousseau. Comme cela nous a été dit, nous allons nous retrouver tous, ça recommence, autour d'un verre. Et donc je vous invite, pardon, à photo. Donc tout le monde reste assis, photo. Vous restez assis surtout, photo. Et moi je m'éloigne du micro. Alors, soyez vigilants s'il vous plaît. La consigne est que vous êtes debout, mais en restant à votre place. Et nous allons, de là où vous êtes, prendre un cliché général. Mais vous restez bien à votre place. Merci.